Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Ballet diplomatique au palais de la présidence ce vendredi. 3 nouveaux ambassadeurs ont présenté au président de la République leur lettre de créance. Ils proviennent de la France, de la Côte d'Ivoire et de la République tchèque. Les Nations Unies préparent leur 111e anniversaire. Au Bénin, le représentant résident du système des Nations Unies et le gouvernement font le bilan des actions de cette organisation dans notre pays. Le bureau Afrique de la Coalition pour la Cour pénale internationale face aux médias, au centre des échanges, les relations de la CPI avec l'Afrique. Merci de votre attention. Le corps diplomatique accrédité au Bénin s'est enrichi de 3 nouveaux ambassadeurs. Ils proviennent de la France, de la Côte d'Ivoire et de la République tchèque. Les ambassadeurs ont présenté ce vendredi au président de la République leur lettre de créance. Plus de précisions avec Renaud Capo. Tapis rouge et l'aube nouvelle orchestrée dans une parfaite harmonie avec la Marseillaise pour l'accueil de la nouvelle ambassadrice de la République française près le Bénin. Avant sa prise de fonction officielle, Véronique Brumeau est allée présenter au président de la République sa lettre de créance, comme l'exige la tradition diplomatique. Celle qui officialise son entrée à l'ambassade de France connaît bien le Bénin pour y avoir séjourné entre 1997 et l'an 2000. Elle avait servi dans notre pays en qualité de conseillère culturelle à l'ambassade de France avant de rejoindre le Quai d'Orsay. Titulaire d'un diplôme d'études approfondies en géographie économique et d'une maîtrise S-lettres d'enseignement en histoire, Madame Brumeau parle couramment l'anglais, l'espagnol et l'italien. Très ravie de retrouver ce pays dont elle garde tant de souvenirs, Véronique Brumeau a pris l'engagement de mettre à la disposition de la relation franco-béninoise toute son énergie et tout son enthousiasme. Effectivement, c'est avec grand plaisir que je reviens au Bénin, un pays que j'apprécie beaucoup, avec lequel on a d'excellentes relations et une excellente coopération. Un pays dynamique, une coopération dynamique, c'est peut-être sous ce mot que je placerai mon mandat des relations dynamiques, bien sûr. C'est au son de l'Abidjanaise que le nouvel ambassadeur agréé de la République de Côte d'Ivoire près le Bénin a été accueilli au palais de la Marina. Après le cérémonial d'accueil, Bernard Coutois-Ewi a été introduit avec les honneurs dus à son rang au cabinet du président de la République. Le diplomate ivoirien n'est pas un inconnu dans le sérail politique. Membre du bureau politique du PDCI-RDA, il a été député puis ministre à 2 reprises dans le gouvernement du président Félix Houphouët-Boigny. À l'issue de cette cérémonie protocolaire de présentation de lettre de créance, il n'a pas caché sa volonté de consolider les relations séculaires qui lient les peuples béninois et ivoiriens. Je me réjouis de me retrouver au Bénin. Vous savez que le Bénin et la Côte d'Ivoire entretiennent de vieilles, anciennes et solides relations. En tant qu'ambassadeur, mon travail consistera à renforcer. Mais mon travail s'en trouve facilité quand on considère la qualité des relations qui existent entre nos 2 pays. Mais nous tâcherons de les approfondir. Nous tâcherons de poser des actes dans le cadre de l'approfondissement de l'intégration. Excellence, Monsieur le Président de la République. Pavel Mikech est le 3e diplomate qui a présenté ses lettres de créance au chef de l'État ce vendredi. Le nouvel ambassadeur agréé de la République tchèque près le Bénin, avec résidence à Abuja, est titulaire d'une maîtrise en histoire africaine et linguistique. Fort de ses expériences et de l'énorme potentiel industriel dont dispose la République tchèque, il dit vouloir peser de tout son poids pour donner une nouvelle orientation à la coopération bilatérale. On peut vraiment entamer la coopération dans tous les domaines, mais surtout dans le domaine
de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture. La République tchèque, c'est un pays très industriel, avec le relancement de l'économie qui envisage Monsieur le Président. On voudrait vous accompagner dans ce relancement et contribuer au développement de l'économie du Bénin et aussi augmenter le chiffre d'affaires entre le Bénin et la République tchèque. La cérémonie de présentation des lettres de créance par ces 3 nouveaux ambassadeurs a été précédée d'un entretien auquel participait également le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. C'était l'occasion de marquer l'excellence des relations bilatérales et de tracer la feuille de route d'un nouveau partenariat. Bientôt 71 ans de présence des Nations Unies au Bénin. Et bien, en prélude à cette célébration, le représentant des Nations Unies au Bénin et quelques membres du gouvernement ont animé une conférence de presse pour faire le point des activités de cette organisation dans notre pays. Voyons le reportage de Blaise Adangbo. 24 octobre, journée des Nations Unies. À travers cette journée qui rappelle la création de l'institution mondiale, les Nations Unies font connaître au peuple du monde entier leurs objectifs, leurs réalisations. La présente conférence de presse a pour but de faire le point du travail des Nations Unies au Bénin. Cette agence résidente, notamment la FAO, l'OMS, le PNUD, le PAM, l'UNICEF, l'UNFPA, l'ONU-SIDA, opère à travers plusieurs programmes et projets décrits dans notre stratégie de coopération avec le Bénin, communément appelée UNDAF, en accompagnant les priorités nationales définies par le gouvernement. L'atteinte des objectifs de développement durable ODD est un grand défi pour le gouvernement béninois et la Banque mondiale. L'inclusivité est fondamentale si l'on veut avancer, si l'on veut atteindre les objectifs. Notre gouvernement essaie d'orienter au maximum ses ressources vers les objectifs de développement. Mais on se rend compte très vite que cela ne suffit pas. Donc c'est pour cela que notre diplomatie, que notre politique étrangère est une politique qui vise à renforcer les partenariats. L'atteinte des ODD nécessite des changements structurels, des investissements clés dans le capital physique et humain et le développement de la capacité du secteur privé. Et entre parenthèses, je voudrais mentionner qu'actuellement, les négociations pour un nouveau cycle de financement du groupe de la Banque mondiale, c'est-à-dire le IDA 18, est en cours de finalisation. Et dans ce cadre, le Bénin pourrait bénéficier d'un montant accru d'appui de la part de notre institution. Pour la célébration de ces 71 ans, l'Organisation des Nations Unies veut faire de la paix, de la sécurité, du développement des droits de l'homme ses priorités. Et puis la relation de Cour pénale internationale avec l'Afrique, les principes de la complémentarité et la lutte contre l'impunité. Voilà le thème central du point de presse mensuel tenu hier par le Bureau Afrique de la Coalition pour la Cour pénale internationale. Reportage Mesme Addition. Fini avec l'impunité des crimes de masse depuis la création de la Cour pénale internationale CPI. Clément Kapochichi, l'animateur du présent point de presse, indique que les États africains se doivent cependant de relever le défi de l'adoption des lois et de mise en conformité avec le statut de Rome. L'Afrique, avec 34 États partis, est le plus important groupe à la CPI. Cependant, seulement 8 États ont adopté des lois nationales de complémentarité. Les États comme le Bénin ne l'ont pas encore fait. Et ils ont tort. L'Afrique fournit le contingent le plus important de la CPI, mais cette Cour et l'Union africaine entretiennent des relations devenues difficiles au fil des années. La meilleure expression en est le récent retrait du Burundi de la CPI. C'est le droit absolu d'un État parti de se retirer du statut de Rome. Je vous rappelle que le Burundi est sous examen préliminaire. En adhérant au statut de Rome en juillet 2002, le Bénin reste engagé aux côtés de la Cour pénale internationale. Le Bénin est notre cible pour le mois d'octobre 2016 parce que nous pensons qu'il est temps pour le Bénin de donner l'exemple en adoptant une loi de mise en œuvre du statut de Rome. La CPI est créée en vertu d'un traité, le statut de Rome. Sa vocation, mettre un terme à l'impunité des crimes liés au conflit ou à l'humanité.
Un atelier parlementaire sur le thème renforcement de l'efficacité du contrôle parlementaire des finances publiques. C'était en présence du vice-président de l'institution parlementaire, Éric Ronditi. Reportage, Gilles Dansou, NSTTGO. Les membres de 2 commissions parlementaires sont réunis ici dans le cadre de cet atelier. Il s'agit des commissions des finances et des échanges et celle du plan de l'équipement et de la production. Au centre des échanges, voir comment renforcer leurs capacités sur l'étude du budget de l'État, une tradition parlementaire. La campagne organise chaque année ce séminaire pour discuter, pour informer les honorables députés des 2 commissions-là sur la méthodologie, le contenu, les différents aspects de l'analyse du budget général de l'État. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale explique le bien fondé de cette rencontre de Boycon. La nouvelle loi organique change les habitudes, change les comportements. Quant au vote du budget, mais elle change aussi les habitudes et les comportements quant au contrôle de l'exécution du budget. Les députés sont au cœur de ce contrôle. C'est pourquoi l'atelier de ce matin a toute sa pertinence, en ceci qu'un contrôle efficace a besoin d'acteurs avertis, aguerris. J'ai le grand espoir qu'au terme de cet atelier, nous sortirons chacun d'ici encore plus fort, encore plus outillé, encore plus aguerri pour contrôler l'action du gouvernement. L'Association des parlementaires européens, en partenariat avec l'Afrique, AWIPA, a financé cet atelier. Ma structure souhaite que ce séminaire apporte effectivement un plus à chacun de vous dans le cadre de votre rôle de contrôle du budget du gouvernement. Plusieurs communications vont meubler les travaux pendant ces 2 jours. Elle constitue un maillon important de la chaîne de production. Il s'agit bien évidemment des petites et moyennes entreprises qui ont du mal à être financées au Bénin. Alors, telle une bouée de sauvetage, le Fonds de garantie africain vient les soulager en offrant un certain confort aux institutions financières. Voyons cet élément réalisé par Mathieu Sokenou et Agnat Bello. Voilà, merci. La garantie comme outil d'accompagnement des PME, telle est l'offre de l'AFG Entendez African Fund Garantie. Toujours dans le souci de mieux impacter les petites et moyennes entreprises en Afrique de l'Ouest, l'African Guarantee Fund a acquis le fonds Gari en décembre 2015. Nous avons un portefeuille qui a commencé à grandir et l'Afrique de l'Ouest a commencé à prendre une part importante avec surtout le Nigeria, et le Bénin et les autres États. Pour pouvoir être plus proche de nos partenaires banques et établissements financiers, nous avons jugé utile de pouvoir délocaliser nos opérations. Et nous avons l'opportunité de rachat du fonds Gari. Nous avons sauté cette opportunité et nous avons fait cette opération pour laquelle nous sommes très fiers. Nous apportons notre confort en termes de garantie financière, en termes d'assistance technique, de capacity building, pour que ce secteur bancaire puisse avoir les outils nécessaires à pouvoir financer le secteur des PME. Début de satisfaction aussi chez les PME au Bénin qui voient à travers ce fonds une lueur d'espoir. Les statistiques ont montré que les banques n'accompagnent que 10 à 15% des PME. Et le réel problème qui se pose, c'est un problème de garantie. Donc c'est un fonds qui est bienvenu au Bénin et nous espérons quand même que ça pourra aider à booster l'économie, à booster les activités de ces petites et moyennes entreprises. L'avantage, on a un système bancaire plus sécurisé. Avantage, nous avons un accès plus facilité des PME au financement. Avantage, c'est que nous avons les PME qui pourront jouer leur rôle de moteur de la croissance. Banquiers, acteurs des PME et membres de l'AFG, les échanges ont été fructueux autour des offres de l'AFG qui se veulent être un véritable appui au secteur des PME au Bénin. Et puis,
Cette application, Yeouli, c'est le nom de la nouvelle application de protection civile dans le département du littoral. L'objectif de cette application est d'optimiser l'intervention des forces de sécurité dans le cas de vol, braquage, incendie, accidents et autres. C'est le fruit du partenariat entre la préfecture de Cotonou et le groupe Serco. Une conférence publique qui a été donnée ce vendredi. Pour plus de détails, nous allons maintenant écouter le préfet Modeste Boula et le concepteur de la dite application, Alain Kapouchichi, il est PDG du groupe Serco. Le dispositif d'alerte au Bénin est tel que lorsqu'il y a surveillance d'un événement, le temps mis par les forces de l'ordre ou les forces de protection civile n'est pas adéquat à la réactivité nécessaire pour donner de l'efficacité dans l'action. Malgré toute la bonne volonté des forces de l'ordre à agir dans le temps, il se trouve qu'il y ait un certain nombre d'insuffisances pour maximiser, optimiser cette volonté des forces publiques. L'existence de Yeouli est pour nous une solution adéquate au problème de l'alerte dans le cadre de la résolution des difficultés relatives à la protection civile et au maintien de l'ordre dans le département du littoral. Tout citoyen peut aujourd'hui télécharger Yeouli sur son portable. C'est déjà une très bonne chose. Les extensions seront progressivement mise au niveau de chaque force de l'ordre. L'application en fait qui est conçue permet et qui est téléchargeable en fait sur Play Store, en tout cas sur Google Play ou bien sur Play Store et tout, permet en fait de pouvoir automatiquement non seulement envoyer la position GPS du lieu où l'activité a eu lieu, l'incident a eu lieu, mais en même temps on peut adresser un message SMS par exemple, ou bien appeler si on n'a pas de crédit directement par Skype par exemple les forces de sécurité. Cela concerne aussi bien les incidents en termes d'incendie, d'accidents, mais aussi s'il y a une personne qu'on recherche par exemple avec les braquages, on peut, si la police met la photo de la personne, tout le monde, donc il y a cette application a automatiquement les photos donc des intéressés et si on les voit, on peut automatiquement aussi les géolocaliser. Ça permet à la police d'avoir une traçabilité de l'itinéraire donc de ces personnes-là. Aussi permettre par exemple en cas de la coupure d'électricité dans une zone donnée, on peut indiquer automatiquement à la SBE les lieux où il y a souvent donc de coupure et ça permet d'anticiper et d'avoir une traçabilité. Le drame de Toria-Vamey, on en parle avec cette initiative de l'Église catholique. Eh bien, cette Église a prié pour les victimes du drame de Tori. Elle a organisé une messe pour soutenir moralement les rescapés de cette tragédie. Le directeur de publication de l'hebdomadaire catholique La Croix fait ici le point de cette activité cléricale. Il est au micro de Wenceslas Aroimont et de Marie-Louise Perrin. C'est une sortie à la fois heureuse et malheureuse. Disons heureuse parce que cette célébration a quand même montré l'attention de l'Église catholique vis-à-vis des pauvres, des petits, des gens éplorés. Mais malheureuse parce que c'était l'une des premières sorties du nouvel archevêque de Cotonou. Et le curé de la paroisse l'a fait observer d'ailleurs. Les gens de la paroisse eux-mêmes disent « mais nous aurions voulu vous accueillir autrement, dans d'autres circonstances, en visite pastorale, par exemple, circonstances joyeuses, mais voilà que c'est le deuil, le drame qui vous fait venir et qui nous rassemble. » Ça va encore plus loin. L'agent de sécurité, Jean, dit « mais quand les forces de l'ordre sont parties, moi qui suis là, je n'ai qu'un petit bâton. Qu'est-ce que je peux faire avec un petit bâton ?» Ça dit que lui, les populations pouvaient même le lyncher parce que eux, c'est une sorte de mouvement de masse. Une foule du genre ne réfléchit pas, ou du moins réfléchit autrement. Donc si lui les empêchait
d'avoir accès au sac de blé, mais ils allaient le lyncher. Il ne l'a pas dit ainsi, mais on peut aller jusque-là. Quand on les écoute, et le gardien des lieux, et le chef d'arrondissement, tous ceux-là, vous voyez qu'ils dénoncent un problème d'irresponsabilité. Donc, de ce point de vue-là, il faut se poser la question de la responsabilité de chacun. On a dit, est-ce la pauvreté? La pauvreté est réelle chez nous, mais la pauvreté n'est pas une fatalité. L'Afrique est riche, le Bénin est riche. Les Européens ne sont pas plus riches que nous. Les Européens s'en sortent parce qu'ils s'organisent. Mais nous avons tout pour nous organiser, mais c'est qu'on préfère être dans l'informel. Le drame d'Avamé se passe presque tous les jours chez nous, sauf que souvent, ce n'est pas avec cette ampleur-là, et donc ça n'attire pas l'attention outre mesure. Une question maintenant, comment traiter l'obésité par la nutrition? Alors, question fondamentale qui préoccupe depuis plusieurs années déjà Daniel Pliat-Thévoydré. En attendant son 5e séminaire de nutrithérapie sur le sujet, elle évoque ici, au micro de Marie-Louise Perrin, quelques comportements alimentaires à adopter au quotidien. On l'écoute. Nutrithérapie, c'est-à-dire la guérison par les aliments. Donc la nutrithérapie qui va avoir lieu ce week-end et qui va porter sur un thème qui est vraiment d'actualité. Il s'agit donc de l'obésité. Et l'obésité, c'est donc comment maigrir pour rester en bonne santé. Aujourd'hui, au niveau international, on parle de malnutrition par carence et malnutrition par surcharge. C'est de cette malnutrition qu'il s'agit. Quelqu'un qui est obèse, qui a du surpoids, est malnutri. Donc c'est déjà dans le ventre maternel que le problème est déjà patent. Est-ce que vous savez aujourd'hui que environ 58%, il y a une augmentation rapide des enfants de moins de 5 ans qui sont en situation d'obésité. Et donc c'est une situation critique, ça veut dire que déjà dans le ventre maternel, la maman a une malnutrition et l'enfant est déjà obèse avant même la naissance. Et ça crée des souffrances au niveau fœtal ou des souffrances au niveau de la naissance. Et quand on prend au niveau national, 10%. On est déjà en train d'atteindre 10%. Chez certaines personnes, on va se dire, mais non, c'est pas si grave. Mais je dis, c'est comme une bombe à retardement qui est déjà en soubassement et qui est en train d'émerger. Et si on ne fait rien, si on ne prévient pas, ça peut devenir pathologique comme on le voit aujourd'hui aux États-Unis ou dans certains pays européens. Donc, il est urgent qu'on touche les femmes, mais également les hommes. Et c'est donc un problème sur lequel nous voulons attirer l'attention pour informer de comment se nourrir. Et donc, en matière d'alimentation, quand je vous parlais tout à l'heure d'aliments qui sont excellents pour la santé, je voudrais parler d'un fruit qui est connu de tous les Béninois, mais on fait une mauvaise publicité à ce fruit et je dis c'est injuste. Je rétablis la vérité, l'avocat, l'un des seuls fruits au monde avec l'olive qui contient une hormone qu'on appelle le squalène. Le squalène, c'est l'hormone de l'amincissement. Vous voulez faire une cure d'amaigrissement, vous mangez de l'avocat, 1 à 2 avocats par jour. En 1 mois, vous arrivez à perdre jusqu'à 5 kilos. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est après avoir mangé qu'il faut prendre des fruits. Alors que le fruit, on en profite qu'avant le repas, ou vers 16h, 17h. Et ceux qui sont déjà dans la maladie, nous allons leur dire, vous pouvez y arriver. Vous pouvez perdre vos kilos, mais pas avec des médicaments. Avec une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, avec le sport et tout mis ensemble, vous pouvez avoir des résultats qui seront vraiment satisfaisants. Permettre aux étudiants de l'école polytechnique de Ningbo et l'Institut Serco d'avoir double diplôme et d'être compétents sur le marché de l'emploi. À cet effet, l'Institut Serco et l'école polytechnique de Ningbo en Chine ont procédé au lancement du centre technique et professionnel Sino-Africa. Suivez ici le récit d'Hospice Antonou et de Mathieu Soqueno. La signature de la convention entre l'Institut Serco et l'école polytechnique chinoise de Ningbo est désormais effective. L'objectif de cette coopération est de fournir aux étudiants de l'Institut Serco une formation professionnelle reconnue à l'international. L'intérêt de ce lancement, c'est de pouvoir désormais avoir un centre qui va consacrer la formation professionnelle dans le domaine technologique, mais aussi dans le domaine de la logistique, des transports à l'adresse en fait des étudiants béninois. Les étudiants pourront bénéficier d'une formation sur 3 ans dans plusieurs domaines, technologie, logistique, etc. Et formation donnée, co-gérée par l'Institut Serco et l'Institut Polytechnique donc, de Ningbo.
ils pourront passer soit 1 an au Bénin et 2 ans en Chine, 2 ans au Bénin, 1 an en Chine, ou bien carrément de choisir faire les 3 ans dans l'un des pays. À l'avenir, l'approfondissement de la coopération entre les deux parties, Institut de Ningbo et Institut CEPO, renforcera la capacité de la formation professionnelle et technologique au service de l'économie et développera davantage les échanges éducatifs entre nos deux pays. L'ouverture de ce centre répond à l'ambition de ses étudiants. Je suis très honoré. D'abord, c'est du jamais vu. Et puis, en fin de ma formation, j'aurai 2 diplômes. Un diplôme béninois et un diplôme chinois. C'est une grande opportunité que nous offre notre PDG. Ce partenariat, qui est le fruit de longs processus démarrés depuis 2014, témoigne de la bonne coopération entre le Bénin et la Chine. Et puis, 2 millions de francs CFA, c'est bien le montant empoché par Adissa Elegbede à l'issue du tirage au sort du produit Éco-Trésor d'Ecobank. La cérémonie de remise de chèques a eu lieu en début de semaine à Cotonou. On revient sur cette actualité avec Destonia Bigot et Patrick Benoît. Adissa Elegbede, c'est le nouveau gagnant du tirage Éco-Trésor de Ecobank. Gratifié de montant de 2 millions de francs CFA, il vient de recevoir son chèque. Les agents de Ecobank m'ont sollicité d'ouvrir une compte Éco-Trésor. Je peux l'ouvrir pour ma fille et pour mon fils. Alors je leur ai dit ok, il n'y a pas de souci. Ils m'ont donné les procédures. C'est comme ça ils m'ont appelé. Lorsqu'ils m'ont appelé, ils m'ont dit que je suis gagnant. Je me suis dit peut-être qu'ils sont tous mentis. Ce jeu organisé par Ecobank en partenariat avec Suno Assurance a pour objectif d'encourager l'épargne chez les clients. Il s'agit d'un produit d'assurance, un produit qui vous permet d'épargner. C'est un produit à tirage qui vous permet, dès que vous contractez, vous acceptez souscrire à ce produit et que vous payez mensuellement les primes sur une durée de 14 ans. Le responsable de Suno Assurance n'a pas manqué de rappeler les conditions de souscription à ce contrat. Le contrat, c'est sur 14 ans. Mais nous donnons la possibilité aux gens de demander un rachat après 2 ans de cotisation. Donc, vous n'avez pas la possibilité de résilier le contrat avant 2 ans. Donc, ce n'est pas de la tontine où il faut donner de l'argent et 1 an après, il faut venir récupérer. Mais c'est une épargne de longue durée. Et il faut aussi faire en sorte que ce que vous déposez à la fin du mois ne soit pas une contrainte pour vous, au point de vous tenir la gorge à la fin du mois. Outre le produit Éco-Trésor, Ecobank prévoit d'autres innovations pour mieux servir sa clientèle. Eh bien, cette édition va se refermer, mais avant, le programme prévoit déjà, juste après moi, le magazine sans commentaires, et puis le jeu Arène des champions, puis 2 feuilletons, à savoir le choix de l'amour et Windeck. Prenez un autre rendez-vous avec le journal, c'est à 23h, avec Jérôme Hongbo. Retrouvez cette édition sur notre site www.ortb.bj. Merci pour votre fidélité et à demain.